Nous voici, hommage au lecteur, révérence. Nous nous retrouvons à l'endroit même. Arras vient de partir. Maintenant, c'est agir ou jamais. Nous possédons l'essentiel, le permis signé, tamponné Reichsbevol. Et l'idée, la même, le Danemark. Et traverser la côte en face, Nordport. Toujours un certain trafic, ils ont dit, il se peut, on verra. Le tout d'aller vite. Notre permis ne vaudra rien dans 2-3 jours. Qu'en dis-tu, Lavig ? Il me laisse décider. Voilà, Lavig, lui, restera ici, avec Bébert. Nous, on ira à Warnemünde, voir. Il nous attendra pas plus de 2-3 jours. Si vraiment le ferry marche encore, si c'est possible d'embarquer, et en clandestin. Je suis pas chaud, Lavig non plus. On l'est tel quel déjà assez clandestin. Enfin, on saura si en face, Danemark, ils ne sont pas pires que ce côté-ci. Possible. Tu garderas les affaires et le greffe, et t'iras pas te promener trop loin. Pas de fantaisie. Tu peux me croire, mais le manoir, je connais un peu. T'iras à la ferme en face. Oh, sûr que non, partout, mais pas là. Impossible de le raisonner, on le laisse. Au revoir, Lavig. À bientôt, Bébert. La route Moursburg, on connaît, on a le permis, tout de même, on rencontre personne, ils doivent se méfier, je banquillonne, mais assez vite, je sais me servir de mes 2 cannes, pas de temps à perdre, tout de suite à la gare, on trouve, plein de gens à la porte, et plein de dents, militaires, civils, laboureurs, ouvriers, tout, comme dans le métro, et toutes les langues. Il est pas venu de train depuis 6 jours, le Berlin-Rostock, y a qu'à attendre. Je crois que nous sommes plutôt habitués. On est là, debout, puis on va s'asseoir dehors, le banc de fer en face. Ce dur, on le verra bien venir. S'il vient, ah, mais quelqu'un, en fait de dur, Lavig, oui, lui. Il a pas traîné à Zornov. Il nous rejoint, il a pas tenu. Il arrive avec une remorque. T'as trompé, dis. Qu'est-ce que t'amènes? Les affaires. Je vais regarder. Un paquet de chemises, sales, et des sacs à betteraves. Vide. Tu crois que ça valait la peine? Et Bébert? Il l'a mis dans sa musette en bandoulière. Bébert fait miaou, on le caresse. T'as briefé? Il me montre, dans sa canadienne plein de butterboîtes. Tu les as piqués? Oui, chez les Kretzer. Ils étaient plus là. La remorque, chez eux aussi. Ils avaient de tout. Je vois qu'ils se débrouillent. Dis, ma crèche, moi, ils se sont pas gênés? C'était un petit peu plus fourni. Dis, 4 vélos, tu penses? Et ce qui était dans les armoires, c'est la mode? Bon, bien. Je vois, il est plus du tout dans le rêve. Il est réaliste, il est fier. Tu vas rester dans la gare? T'aurais voulu qu'il me tue là-bas? Tu crois? Plutôt? Tu vas nous attendre? Il y a de la compagnie, je serai pas seul. Du monde, beaucoup de monde. Personne me remarquera. Il y a que ça, les gars. Tout le monde attend. Je vous attendrai. Moi et Bébert. Comme tu veux. On sera pas long. Si vous êtes trop long, vous nous retrouverez plus. Oh, pas retourner à Zornov, tranquille, jamais. Voilà qui est net. Il a encore une réflexion. J'ai Bébert, heureusement. Pour moi, vous reviendrez jamais. Écoute, écoute. Il entend quelque chose, c'est vrai. Tchut, tchut. Un train, poussif, loin encore et plein de fumée. Tchut. Ce doit être le Berlin-Rostock. Depuis 8 jours qu'il est annoncé. Mais les billets, je demande autour. Il y a plus de billets, plus de guichets, on monte comme ça. On payera plus tard qu'ils disent. Mais on monte comment? Là, maintenant, on le voit, ce tortillard. Il est tout en bois, 5-6 wagons, tout hérissé, vous diriez, par tout ce qui dépasse des fenêtres. Des chenilles sont ainsi hérissées. Là, vous voyez tout ce qui dépasse. Sans bras, sans jambes et des têtes, et des fusils. Je connais des métros à craquer, des trains si combles que vous y glisseriez pas un doigt, mais là, ce tortillard est si bourré, si hérissé de jambes, de bras, de têtes, que vous êtes forcé de rire, tout ce qui lui dépasse des carreaux. Il s'approche. Pfft, pfft. Mais c'est pas tout. Immédiat, après la loco, une plateforme, un canon et des artilleurs. Lavig, je te jure, attends-nous, t'as Bébert. Tut, tut.
Le dur est taqué, il va repartir. Jeudi, il est plein, pas que des bras, des jambes, des têtes, je vous ai dit, encore une, et puis une autre, comme endormie, une autre, les yeux grands ouverts, fixes. Ce train avait dû être criblé, je crois, dans l'air. Là-dedans, ça se plaignait fort mais doux. Pas que des têtes, des bottes, des griffes tonsures et des civils. C'était pas à trouver une place. Peut-être essayer le tender, je l'avais vu vide. On parlemente, ils sont de Fritz, mécaniciens. Je leur montre notre permis pour Rostock, mais ils doivent charger ici même tout leur tender, 6 tonnes de coke. Ils nous montrent maintenant, tout en queue, une autre plateforme qu'on vient d'accrocher, l'anti-aérien, il paraît. Peut-être eux voudront nous prendre, nous fonçons. 5 ils sont sur cette plateforme, 5 artilleurs Luftwaffe, plusieurs centaines de femmes, enfants et militaires s'agrippent au rebord et aux roues, à l'assaut. Tous ont des papiers, des tampons et les agitent, et des biberons et des bébés. De ces assaillants, il y en a qu'on vu passer 4 durs, 1 mois à quai, se sont fait casser 10 fois les doigts. Personne n'a jamais tenté d'ouvrir un wagon, trop bourré de tout, blessés, voyageurs et cadavres. Impossible de les détacher, trop agglutinés, emmêlés. De la plateforme, les 5 artiflots se défendent, à coups de piquet de mine, flash et brang, sur toutes les mains qui se présentent, wash! Si ça hurle, les servants sont bien placés pour se défendre. Oh, brang, les assaillants peuvent supplier. Bitte, bitte, Luftwaffe hier! Armée de l'air à moi, brassard Croix-Rouge, défense passive de beson, je leur crie, je leur montre, brassard tampon papier, Reichsbevol, ces brutes savent pas lire, si, un C, da, j'insiste, qu'ils se rendent compte, je lui force sous le nez l'aigle, il voit, c'est pas un permis ordinaire, il me fait, Tous les 3, alle 3, lui qui commande la plateforme, nein, zwei, seulement nous deux. Je lui montre, Lily, moi, il regarde encore, ce tampon, l'aigle, la croix gammée. Gut, qu'on monte. Il accepte, mais par l'autre côté, l'autre remblai, il y a déjà 3 inconnus, l'autre bord, qui doivent aussi être des spéciaux. Oh, is! Du coup, on grimpe tous les 5. Maintenant, advienne que pourra. On est presque dépanné, bien par mon initiative. Et le brassard, et le tampon. Il devait être sous-officier, celui qui a lu. Il me semble, pas de galons à voir, tout barbouillé comme les autres. Graisse et suie, forcé, toute la fumée leur rabat dessus. Ils ont bien voulu nous prendre. On s'est imposé. Les autres, bitte, bitte! Pas fini de se faire broyer. Ils monteront jamais, jamais. Ceux des wagons, c'est pareil. Ils ont dû se faire prendre dans les portes ou dans les carreaux cassés ou écrasés contre un ballast. On voit que des jambes nues par les fenêtres. On a sûrement pris les chaussures d'une station l'autre. Ou c'est des morts? Toujours il remue plus. Ce tortilleur, bien 6 wagons en bois, plus les plateformes, la dernière classe, sûr, il devait être au rencard quelque part. On l'a remis sur roue. Je demande aux autres d'où il arrive. De Berlin, direct, avec les blessés des derniers bombardements. On évacue. Bien sûr, il en meurt en route. On en laisse à chaque station. À grand-peine, on les extirpe. La preuve, ce tortillard fait drôle, tout hérissé de guiboles nues, de têtes et de bras morts, et aussi de fusils coincés entre les vitres et les portières, tout ça pour Rostock. Ils ont de tout là-bas, il paraît, surtout pour la chirurgie. Ce train est déjà plus que bondé, il ne s'arrêtera plus nulle part. Rostock direct. On en sait des choses. L'hôpital là-bas, je croyais pas beaucoup, une façon de se débarrasser, d'envoyer pourrir plus loin. Bien le genre allemand, pas d'infirmier, pas de médecin. Moi, j'étais là, mon brassard, je pouvais peut-être aider un peu. Hash, kein somme. Ah, pas la peine. Ce sergent devait savoir ce qu'était pas la peine. Les artilleurs avaient cassé au moins 100 mains et hardi, toujours d'autres à s'agripper à chaque station, au piquet de mine. Il y avait eu un wagon de prix écartelé, éventré, plein de vivants en étaient sortis, qui étaient couchés sous les autres, sous l'amalgame. Le sergent me renseigne que ce tortillard est plein de faux morts, resquilleurs et resquilleuses qu'on saisit de profit
profiter de la chance, quitter Berlin, qu'il verrait là-haut à Rostock, qu'on y mettra ordre à Rostock. Je veux bien, mais pourquoi on ne part pas? Le coke à prendre, pardi, tout un tender, et l'eau, plus de chef de gare ni de cheminot, le mécanicien fait tout lui-même. Qu'est-ce qui s'est passé? Les Russes? Le sergent sait pas. Il sait que le télégraphe marche plus, ni le téléphone, ni la plaque tournante. La ville, paraît-il, est vide. Les Russes, personne les a vus. Alors, une chose, Rostock direct, sans arrêt, puisque tous les wagons sont pleins, qu'on ne peut sûrement plus prendre personne. Mieux brûler les 7, 8 stations, brûler, façon de dire, 20 à l'heure. On verra en arrivant ceux qui peuvent sortir. Les autres, on fera ce qu'on pourra. Paraît-il, ils ont des infirmiers là-bas et des brancardiers. En allant doucement, les plaques tournantes et les signaux à la main, on mettra 5 heures. On ne peut pas plus avec le coke. Il y a à peine de neige. Pourtant, nous sommes en novembre, une poudre. C'est un drôle d'hiver. Il fait froid, mais juste -5. Il paraît que ça viendra d'un coup. Là, voilà. Le mécanicien nous fait signe. Il a tout son coke. Nous sommes prêts aussi. Personne n'a pu escalader, sauf les 3 là qui étaient installés avant nous. À réfléchir, l'autre plateforme, celle tout de suite après le tender, était moins enfumée que la nôtre, la fin du train qui prend le plus de suie. Mais c'était plus question de changer. Les repoussés de la plateforme pleurent encore, gémissent, implorent. Ils ont pas fini, ils attendent le prochain convoi. Tchut, tchut. On part. Au revoir, la Vigue, tu bouges pas. Si on peut passer, on revient, tout de suite. Il pleure de nous voir partir, il n'a pas confiance. Nous pleurons aussi. Pourtant, je suis sincère, raisonnable, je le bluffe pas du tout. On va tenter voir le moyen de passer en face, une petite chance. Les animaux, pour ça, ont l'avantage. Ils savent tout de suite ce qu'est possible, pas. Nous, on hésite, vasouille, titube, l'ivresse nous va. Nous vivons presque 7 vies de chasse à se voir, 7 fois plus cons qu'eux. La question Rostock et ses wagons de tortillard, fallait d'abord, essentiel, qu'on ne se trompe pas d'aiguillage, qu'on s'envoie dans la nature. Le sergent craignait aussi. Tchut, tchut. Surtout avec la fumée, une épaisseur, vous auriez dit, sous un tunnel. Mais la direction, quand même, pas le droit de nous tromper. Rostock était nord-nord-est. Le sergent avait une boussole, moi aussi. Il regarde d'abord à la sienne, avec sa torche, et puis à la mienne. Oui, oui, bravo, nord-nord-est. Le mécanicien s'est pas gouré, c'est un champion. Il fait tout lui-même. Coke, chargement, plaque tournante, signaux. Heureux qu'on ne nous demande pas de descendre pousser. Je vois rien d'impossible. Et qu'est-ce qu'on envoie comme panache? Je vous disais fumée, mais aussi les escarbilles. De quoi faire brûler toutes les meules. Et que c'est plein de rafles en l'air. S'ils nous bombent pas, c'est qu'ils nous méprisent. On sera arrivé pour minuit, à moins de déraillement. Il nous broyerait la rafle, que ça serait pas un dommage, on ferait pas 100 francs à la casse, wagons, les canons, la locomotive, il faut des conditions spéciales, bien extraordinaires, pour faire rouler un train pareil, arrive que pourra, le cas de le dire, maintenant il fait nuit. Les artilleurs sont rassemblés, accroupis autour du canon. Les 4 esquilleurs qui sont montés avant nous se tiennent à part, nous parlent pas, on roule. Tut, tut. Nous brûlons plusieurs stations, aiguillage heureux puisque nos boussoles varient pas, nord-nord-est. Mais qu'est-ce qu'on avale comme panache? Ils le font exprès, c'est à croire. Voici bien 4 heures qu'on brinque-balle. Ramponne et vas-y, brang! Sûr, il y a eu des rails coupés, rajoutés. Ah! Le sergent me fait voir une lumière, un feu, loin devant nous, sur la gauche, un feu rouge. Il doit s'attendre. On ralentit. Je lui demande ce que c'est. Rostock? Non. Mais arrêt. On va ouvrir les wagons, on va tout descendre. Il me demande si je peux aider. Mais certainement. Lily aussi. Et les 3 autres là qui parlent pas. Oh, mais il y a déjà du monde. En plein champ. Drôle d'idée de nous faire stopper là. D'abord, qui nous a fait le signal? Je demande au sergent. Mais lui là, vous le voyez pas? Je voyais mal celui s'approcher de notre plateforme. Je me penche. Dr. Herbert Haupt. Il se présente, malcommode dans l'obscurité. Il répète. Oberarzt Haupt. Rostock.
Lui, le médecin-chef de Rostock. Nous devons pas être loin, tout de même en plein champ, et dans la nuit, il ne fait pas chaud, il ne gèle pas fort, mais assez. À mon tour, je lui montre mon papier, les signatures, le tampon bévol. Il regarde le tout avec sa torche qui fait feu rouge ou blanc. Une torche des chemins de fer. Pourquoi cette halte en pleine nuit? Je peux pas le voir, lui, mais il m'indique. Je comprends son allemand. Ces gens-là vont vider le train. Wow. Où? Je demande. Il a des équipes, des gens pour ça? Là, dans la plaine, des infirmiers? Je ne sais pas. Demain, on verra. Il précise. Demain, après-demain, nous verrons. Ceux qui bougent, ceux qui sont morts. Voici, simple. Il ne veut pas du tout que nous aidions. Nein, nein. Il va nous conduire à l'hôtel, bien, comme il veut, en avant, au revoir aux 4 artilleurs, et aussi aux 3 compagnons. Nous voici sur ce remblai. Suivons l'Oberarzt, il connaît le chemin. Il va bon pas, je peine à le suivre. Cet hôtel ne doit pas être bien loin. Nous passons devant un aiguillage, une longue baraque. Pas de lumière, pas d'aiguilleurs. Ils doivent être partis aussi. Pas de réflexion. Ah, une rue. Nous sommes sortis du chemin de fer. Voici votre hôtel. En effet, c'était tout de suite un vrai hôtel, rien d'écroulé, enfin, ce que je crois voir. Sûr, Rostock a été touché, mais pas là, pas encore. Je regarde ma montre, il est 2 heures du matin, il tombe toujours une petite neige, une poudre. Je pense à ces gens là-bas au train, sortir tous ces corps des wagons. On a bien failli, nous aussi. D'où viennent-ils d'abord, tous ces gens? Des évacués de Berlin, je sais, mais combien? On n'a jamais su. Ceux qui les extirpent des wagons sont par équipe, je crois des hommes et des femmes. Un moment, dans des conditions trop brutes, vous faites plus beaucoup attention à si c'est des hommes ou des femmes, surtout comme nous les avions vus en groupe de loques. Enfin, il va me montrer sa tête, cet Oberarzt Haupt. Il y a une ampoule allumée pour tout le hall. Un homme à peu près de mon âge, mais très sûr de lui, pas commode, uniforme kaki, broderie d'or, bottes, brassard croix gammée, il nous regarde à peine. Papier. Nos papiers qu'il veut revoir, voici. Où nous voulons aller? Il demande. Wo wollen Sie? Warnemünde. Bien, il veut bien, mais nous devons attendre. Il faut qu'il prévienne Warnemünde. Pour combien de jours? 1 jour. Gut. Bon, demain matin. Stadthaus. Mairie. Il veut nous revoir. Entendu, on y sera à sa mairie. Il part, il nous laisse. Il a dû nous retenir une chambre. Je vois, c'est pas l'hôtel déglingué tout en crevasse comme le Zénith à Berlin, mais personne non plus. Juste une femme âgée à la caisse, il me semble, à Moumout. Elle nous fait remplir nos fiches. Ni aimable, ni hostile. Bonne nuit. Le confrère Haupt s'en va. Voilà un mot qui prouve à rien. Bonne nuit. En réclusion, le préposé qui vous boucle, double tour, vous envoie aussi son bonne nuit. Gute Nacht. La dame du bureau nous conduit au second étage. Là, notre chambre. 2 lits bien durs et une très mince couverture. Enfin, pas à se plaindre. Le sergent, lui, voulait nous mettre au wagon, au déchargement. Ce Haupt a pas l'air affable, mais cependant pas trop hargneux, pas le décidé anti-Franzose. On le reverra demain, 10 heures. Je dis à Lily, ça vaut mieux de rester comme on est. Je veux dire habillé. On entend encore des sirènes, très loin, mais elles peuvent devenir toutes proches une minute l'autre. Nous connaissons le jeu des sirènes. Dans le demi-somme, je parle de Bébert et de Lavigue, de ce qu'ils peuvent faire en ce moment. Lily me répond, vaguement. Je dois continuer à bredouiller. Oh, je ne dors pas. Nous devons être prêts en cas d'alerte, surtout ici, dans un endroit inconnu. Est-ce que c'est très détruit, Rostock? Demain, nous verrons. Toc toc. À la porte. Quelqu'un. Très doucement. J'ai bien fait de rester habillé. J'en trouve. Vous m'excuserez, cher confrère, à cette heure, mais il est bon que je vous parle, prévienne. Demain, je ne serai peut-être plus là. On ne sait jamais. Ce cher confrère chuchote. Il a un accent, mais pas l'accent chleux. D'où vient-il? Je vais lui demander. Attendez, j'ai une bougie. C'est vrai, j'en ai même plusieurs, et des allumettes. Je gratte, voilà, je prie cet inconnu d'entrer. Toutes mes excuses. Nous nous sommes allongés, c'est tout, nous attendons une alerte. Il m'explique. Il n'y a eu que 2 alertes depuis que je suis ici. Il y a 6 mois qu'il est ici. Beaucoup de bombes? Non, 3 fois. 4 chapelets. Mais ils reviendront. Je ne me suis pas présenté. Pardonnez-moi.
Proséidon, grec, médecin de la faculté de Montpellier. Proséidon. Enchanté, cher confrère. Ma femme aussi est médecin. De Montpellier. Je ne sais pas où elle se trouve en ce moment. Elle doit essayer de me rejoindre. Nous sommes échappés de Russie, moi par la Pologne, mais elle par la frontière roumaine. Et il nous raconte, ils ont été aux soviets, lui et sa femme, par conviction politique, mais ils ne se sont pas entendus avec les soviets, pas pendant un jour. Ils ont résidé et travaillé avec eux 10 ans, mais jamais membres du parti. Ils ont refusé, simplement dans les hôpitaux. Je suis, n'est-ce pas, pathologiste. Ma femme m'aidait, médecin de laboratoire en somme. Ils m'ont affecté à la lèpre. J'ai fait toute leur république. En Mongolie, beaucoup de lèpre. Notre pratique, 5 ans et demi en Mongolie extérieure, 1 an à la peste en Azerbaïdjan. Ils nous voulaient dans le parti. Je ne voulais pas. Eux ne vont pas tous dans le parti. 8 sur 100. 8 sur 100 seulement. Nous avons dû nous sauver. Et pourtant, l'avenir est à eux. Toute l'Europe, toute l'Asie. Vous savez? Je l'écoute. Il parle à voix basse, debout sans bouger. Moi qui interroge. Alors, ici, cher confrère, ici ils sont fous. Tous aussi fous que les soviets. Mais les soviets sont bien plus forts, plus énormes. Ils peuvent se permettre. Leur fable ici, race, sol, sang, n'intéresse qu'une petite famille. Snobisme de village. Les soviets, eux, n'ont pas besoin. Ils veulent tout prendre, ils prendront tout. Tout de même, une réserve. À moins qu'Hitler tienne 1 an, 2 ans. Mais je ne crois pas. Il perd trop d'hommes. Alors, voilà. Je voulais vous prévenir. Vous voulez bien? Joliment reconnaissant, confrère. Que vous sachiez où vous êtes. Il doit savoir le quoi du caisse. C'est arrivé en plein champ et en pleine nuit. Il ne vous a pas expliqué. Technique nietzschéenne. L'Oberatshaupt est nietzschéen. La sélection naturelle. Les forts survivent. Le froid, la neige, la nudité les fortifie. Surtout les blessés. Les faibles succombent, on les enterre. Technique de l'Oberatshaupt. On vide les wagons, tous. On pose tous les corps à même la prairie, telle quelle. On les laisse là, 2 jours, 3 jours, au froid, la neige, tout nus. Ceux qui peuvent se lever font l'effort. On les voit, même sur une jambe. Ils vont vers Rostock. Là, on sépare. Ceux qui vont à l'hôpital en chirurgie et ceux qui restent au terrassement, qui creusent les fosses. Pour les morts, ceux qui ne bougent plus après 2, 3 jours. Proséidon avait été médecin de service à la prairie et aux fosses. Il va vous y mettre peut-être. Je comprenais qu'il y ait tant de main-d'œuvre, que j'ai vu tant de loqueteux autour des wagons. La méthode n'était pas sotte. Mais moi, le Danemark, mon intérêt, pas la sélection nietzschéenne. J'avais un but, qu'il me parle d'Haupt, de ses manies, et surtout, si nous avions le droit d'aller voir la mer. Oui, mais une seule fois, et 12 heures. 12 heures seulement, il ne peut pas plus. Warnemünde ne dépend pas de lui. Warnemünde, c'est l'amirauté, la plage, les défenses, la côte. Il m'explique encore que tout ce qu'ils voulaient à Berlin était vider leurs hôpitaux sur n'importe où, Hanovre, Wiesbaden, Rostock, Lübeck, le Hic, c'était partout pareil, plus un lit, ils ne pouvaient plus prendre personne. Un détail drôle, les lépreux de Berlin, le comité Croix-Rouge en avait rassemblé 12 qui erraient dans les décombres, qui devaient venir des réfugiés de l'Est. On les lui avait adressés à lui à Rostock, Proséidon spécialiste, et 12 ampoules de cholme au gras, et puis plus rien. L'hôpital ici les avait refusés, ces lépreux, alors ils n'avaient plus qu'une chose, les mêler aux autres, aux travailleurs de la prairie, à décharger les wagons et creuser des fosses. Ça allait, on ne parlait plus des lépreux ni de lèpre. L'Oberatshaupt ne demandait pas de nouvelles, pourvu que les wagons soient vides et morts soient enfouis profond. Nietzsche, qui le passionnait, lui, je pouvais m'attendre qu'il me questionne. Il me jugerait d'après Nietzsche. À ce propos, Proséidon, pourtant prudent, avait gaffé. Il lui avait dit ce qu'il pensait, que Nietzsche était qu'un romantique, ergoteur tout en épate et charabia. Depuis, il ne s'était pas parlé, pas beaucoup. Je vous demande bien pardon, madame. Si bavard, si indiscret, je pourrais parler toute la nuit. Vous savez, là-bas, je n'ai parlé à personne pendant des années, 10 ans, ni aux confrères, ni aux malades. Allons, voyons, nous sommes ravis. Il faut dormir, nous avons encore... Il regarde sa montre. Il est 3 heures. Je me sauve. Encore pardon.
Voici un confrère bien poli, et certainement très frugal. Il vit de pain noir et jamais de beurre. Je pense à lui. J'ai que ça à faire, allongé, tout habillé. Vraiment, il a le profil grec. Il y a d'autres beautés, bien sûr, mais pas beaucoup de si réussies, définitives. Je vois, moi, ma grosse tête. J'y pense. Je me fais rire. Qu'est-ce que t'as? Je pense à ma tête. Tu ferais mieux de dormir. Vite dit, dormir. Je perds pas conscience. Et puis les ululements vers l'est, toujours, faibles mais toujours. Nous verrons l'aube à la lucarne, l'heure aux fêtes. La torche, ma montre, d'abord 4 heures et puis 5, en demi-sommeil. Il est 6 heures, 7 heures debout. Il faut trouver de l'eau pour se débarbouiller et peut-être un petit genre café. Proséidon est devant notre porte. Il mâchonne son bout de pain noir, toujours le même, il me semble. On se dit bonjour. Il me demande si ça a été. Admirablement, confrère. Il m'avertit qu'il n'y a plus de domestiques ni de cuisiniers, qu'ils sont tous partis il y a un mois, tous, on ne sait où. Bien sûr, plus de café, ni d'ersatz. Lui vit de pain noir, de ses tickets. Il ne mange que ça. En plus, quelque chose. Il sait où on trouve des tickets. Est-ce que j'en veux? Et comment? Toujours là, tout de suite. Il va nous chercher ce qu'il faut, une boule de pain, de troupe et un broc d'eau. Mais puisque je dois avoir l'Oberharz, je voudrais un peu d'eau chaude, me débarbouiller. L'enduit de la plateforme, la glu, ne partira pas à l'eau froide. Le confrère va nous trouver de l'eau chaude. Il dit, à l'hôpital, on va l'attendre. On l'attend, il est pas long. Voici l'eau chaude, on se décrasse, à nous maintenant d'aller voir, c'est à côté. Eh bien je vois, il n'y avait pas besoin de s'en faire vraiment. Dès l'escalier, l'Oberharz Haupt pouvait être nietzschéen de choc, ça nettoyait pas ses étages, ni les couloirs, tous les pansements à la traîne, pas balayés depuis des mois, sparadrap, charpie, colique. Sûr, il avait besoin de main d'œuvre, mais la chirurgie, je voyais pas. Le grec m'avait dit, il en élimine beaucoup. Je me demandais comment, et lui-même, sa consultation. Je cherche. Ah, une vieille malade. Elle descend, marche par marche, agrippée. Plus haut, elle me fait. Je monte plus haut, je vois une porte. Pas de nom écrit, mais une croix rouge. Peut-être là? Je frappe. Ça répond. Mais on n'ouvre pas. Que voulez-vous? Je crois que c'est sa voix. Un permis pour Warnemünde. Oui, c'est lui, l'Oberharz. Vous pouvez y aller, pas besoin de permis. Ils savent. Mais le billet, pas besoin de billet, c'est gratuit. Nous payerons plus tard. Y a pas de gare non plus, c'est le ballast. Comme train, ça sera celui des poissons. Leur train de marée. On va avec, on revient avec. Permis de rester à Warnemünde le temps qu'il charge. 2 heures au plus. On n'ira pas excursionner. Enfin, nous voulions voir la mer. Warten Sie. Il faut que je l'écoute à travers la porte. Vous irez chercher vos affaires. Vous ne retournerez plus à l'hôtel. Plus d'hôtel. Défendu. Fini l'hôtel. Les usines aussi fermées. Henkel. Ordre de Berlin. Vous retournerez direct Warnemünde, Berlin. Proséidon sait aussi. Il partira avec vous. Et ses malades. Direct Berlin. Il vous attendra. Vous me comprenez? Oui, nous allons. Pas un mot de plus, pas le moment de discuter. Ce bizarre Haupt nous piffre déjà assez mal. L'hôtel, ah, nous y sommes. Je trouve l'écriteau. Je l'avais pas vu en arrivant. Phoenix Hotel. On ne doit pas payer non plus, il semble. Ainsi toutes les fins de régime, cauchemar, gratuité, Vichy, Berlin, Sigmaringen, vous verrez demain où ce sera, London, Prague, Moscou, vous irez voir, ici, immédiat, il y a la peur de quoi? Un débarquement des Anglais, des Russes, nous demanderons à Warnemünde, vite à notre chambre, un petit paquet de nos affaires, Proséidon est dans le couloir, c'était exact, il a reçu l'ordre, je lui dis, alors, il vit Rostock? Il ne sait pas, peut-être. Lui, il attendra que nous repassions. Lui, c'est lépreux, tous dans le même compartiment, jusqu'à Moursburg avec nous. Et puis eux, alors, prennent une autre ligne, Stettin. Mais tiens, nos dames sont là-bas. Elles sont bien plus loin, sans doute. Je le saurai si on revoit Arras, sacredié farceur. Proséidon croit savoir qu'ils ont monté une léproserie à Stettin. Il n'est pas sûr. Un grand avenir, Proséidon. Nous, en tout cas, une certitude. On a 2 heures pour voir la mer.
et revenir. Au revoir, au revoir. À la porte de l'hôtel, là, 2 soldats semblent nous attendre pour nous arrêter. Nous passons devant eux, ils nous suivent. À 10-15 pas, nous prenons le remblai du petit train. Les 2 soldats ne nous quittent pas, toujours à la même distance. D'autres gens prennent aussi le sentier, le même. Drôle, y a personne dans les rues de Rostock. Là, d'un coup, du monde, civil, militaire. Quelle langue parle-t-il? Je le demande à un. Danois et hongrois. Il ne restera personne à Rostock. L'autre m'a dit à travers la porte. À propos, il m'a pas soufflé mot de son Nietzsche. Son seul souci qu'on décampe. Bien. Toujours on va voir cette Baltique. Et le port, on a 2 heures. Tous ces gens vont prendre le bateau. Mais je le vois. Je vois le bateau. Un peu plus loin, Rostock est un port, j'oubliais, un port très étroit. Leur remblai fait quai. Allons-y. Tous ces gens, sûrs, vont s'embarquer, on s'approche, c'est un petit cargo, sur son flanc, sur toute la hauteur, en très grandes lettres blanches, Danemark, y a pas à se tromper, nos 2 soldats qui nous suivent se rapprochent, ils nous font signe, pas par ici, par là, plus loin, je vois la passerelle et ces autres gens, hongrois, danois, qui montent, un par un, nous nous en allons, dépassons le cargo, ce cargo n'a pas de nom, seulement un chiffre, 149, la mer, la plage, plus loin, oui, c'est ça. Le canal s'élargit, et voici un autre genre de port, un port de voiliers, de cotres de pêche. Là, il y a du monde, plein les quais, ça doit être ça, Warnemünde. Ni du sable, ni du galet, du petit caillou noir, du petit caillou blanc, pas vilain. Tout de même très deuil, et puis quantité de chalets, toute la plage, chalets baroques, style allemand frivole, et de toutes les couleurs, surtout framboise et vert pistache, pas de baigneurs du tout, volets rabattus, une plage à la mode, Warnemünde. Pour le moment, pas question, nous n'avons parlé à personne, personne ne nous a approchés, on doit nous prendre pour un couple que nos 2 soldats mènent quelque part, la belle saison, 15 jours par an, climat baltique, ah, un peu plus loin, où ils chargeaient les poissons, le train pour Berlin est formé, on peut aller voir, 2 compartiments réservés, pour nous sans doute, assez la plage, nous avons vu, prenons place, nous et notre soldat le plus âgé, nous nous reposerons, le jeune monte à côté, ils ne nous ont pas beaucoup parlé, ni l'un ni l'autre, là, si on voit bien ce qui se passe, la montée des autres à bord, ah, on les filtre, au moins 10 flics en uniforme, se passent les papiers, tamponnent et retamponnent, questionnent, surtout les militaires hongrois, à calots rouges, on peut dire que c'est épluché, on passe pas au Danemark comme ça, surtout nous, avec nos accompagnateurs. Je me demande ce qu'ils sont, SA, SS, je leur vois pas d'insigne, ni de galon, je leur demanderai un moment. Admirons encore cette plage, nous ne serons pas venus pour rien, c'est pas la mer agitée, une platitude grise, le ciel, les petits galets, l'eau, tout se rejoint là-bas, très loin, à Zornov, c'était la plaine qui faisait l'effet de pas finir, ce cargo, le 149, va donc là-bas au-delà du ciel et de la mer, on essayerait bien nous aussi, je vois personne au large, pas une barque, ils doivent pêcher qu'à certaines heures, peut-être que la nuit. Cette plage était l'endroit sélect le plus ultra-chic de l'Allemagne du Nord. On ne dirait pas. Rien ne devient plus cafardeux que les plages soi-disant de joie, chalets, casinos. Sitôt que les télégrammes affluent, les mauvaises nouvelles et la foudre. Alors nous, là, à regarder le ciel et les mouettes planer, à espérer quoi? Toujours d'autres mouettes piquer des filets et paniers, au pont du cargo, et puis croasser de plus belle, plein la plage, toujours et encore. On va pas y aller, on bouge pas de notre compartiment, je regarde nos 2 sentinelles, un doit avoir dans les 15 ans, l'autre bien plus âgé. L'âgé donne un ordre, le jeune bondit, cavale à travers la plage, il va à une baraque du chenal, nous attendons. Il revient avec 2 gamelles et 1 litre, il a fait vite, ils ont soin de nous, c'est chaud, 2 gamelles de poisson au riz et 1 litre d'eau. Depuis 3 jours, je veux l'habitude, mais tout de même, sans Poséidon, on n'aurait rien mangé du tout. Nous faisons honneur aux gamelles. Le jeune nous demande si c'est bon. Plutôt, ya, danke, merci. Une matelote, en somme, est revenue au beurre, le luxe. Soudain, comme ça, ah, on se sent mieux pour regarder. Y a à voir, le cargo s'en va, on dirait, oui, il ne siffle pas. Les hélices battent, tout doucement.
On voit encore mieux son plat-bord, toute la hauteur et l'immense Danemark en lettres blanches. Ça sera voulu si on le torpille. Bon voyage. Je fais le geste. Je salue par la portière. Personne me répond. Personne n'apparaît. La consigne sans doute. Enfin voilà. Le 149 prend le chenal. Oh, tout doucement, la mer, il s'en va, la mer bien plate, bien grise. Voilà, on a vu ce qu'on devait. Nos 2 soldats nous font signe qu'on rende nos gamelles et la bouteille vide. Le plus jeune se sauve avec. Il les rapporte à la cabane. Je vois, plus loin que nous, sur la voie, le train des poissons est formé. On pousse notre wagon jusque-là, on nous raccroche. Des manœuvres et des pêcheurs. Le jeune Griffe revient, encore avalant. Il remonte avec nous. Ils ne nous ont pas beaucoup parlé, ni l'un ni l'autre. Vraiment rien dit. Enfin, le train de Berlin est formé. Berlin direct. Il faut tout de même qu'on prenne notre confrère à Rostock, lui et ses malades. Je remarque que ce sont les femmes qui font le service du chargement, qui bourrent les wagons, qui se passent les paniers et paniers. Le même bloc au sable fait Caen ou Malmö, le métier qui fait les êtres. Un commissar, un député sans blabla, une marieuse sans panier n'existe plus. Ils sont gens du monde, vacants, prêts à tout. Là, une chose, elles essayent pas de nous parler, savoir qui nous sommes. Sûrement, elles se méfient des gens comme nous, avec factionnaires. Tchut, tchut. La locomotive, ce train n'a pas de plateforme armée, pas d'artilleurs, nos 2 factionnaires, c'est tout, on part. Tchut, tchut. Oh, c'est pas long, Rostock, le dur s'arrête, Proséidon était là, nous attendait, pas tout seul, il a ses malades avec lui. Je lui demande, oui, ce sont eux, il a pu les rassembler, il en manque qu'un, il a aussi pris nos affaires à l'hôtel Phoenix, pas lourd, un petit sac, 2 chemises, des serviettes, du savon. Maintenant, Moursburg, sans borne. Nous ne reverrons pas l'Oberharz, l'ardent Nietzschéen. Je l'aurais jamais vu, je l'ai qu'entendu, et pas aimable à travers sa porte. Je me ferai une raison. Nous ne sommes pas comme à l'aller, tous ensemble. Proséidon est dans l'autre compartiment avec ses lépreux. Il ne doit pas les quitter. Juste un demi-battant nous sépare. Je les vois là, tous. Ils ne sont pas hideux, ils n'ont pas d'âge, ainsi dire. Ils sont hors d'âge, assez boutonneux et emmitouflés, la plupart de très gros pansements, surtout des hommes, il semble. Nous roulons. Ce train, c'est vrai, ne s'arrête nulle part. Oh, mais ne va pas vite. Les lépreux se tamponnent beaucoup le nez et les yeux. Leurs loques servent à ça. Vous pouvez faire leur diagnostic facilement. Ils saignent du nez et des yeux. Ils ne devaient pas être fameux au terrassement. On peut les emmener ailleurs, une léproserie, ou... Toujours on roulait. Les avions ne s'occupent pas de nous. Pourtant, ils vont, viennent, là-haut, piquent, tournoient. Ils doivent connaître ce train de poissons, son heure, et qu'il n'est pas armé du tout. Ça devait être comme entendu qu'il laisse passer la marée. Nous, à Moursburg, on n'avait jamais vu de poissons. C'est ainsi pour toute la planète. Les grands s'entendent pour se gâter. Vous verrez, lors de la prochaine, l'atomique, ils s'enverront des paniers de fraises, du Finistère à Svarnopol, et par fusée. Je plaisante, mais pas tant. J'oubliais de vous parler de la neige. Maintenant, il y en avait, pas haute épaisse, mais tout de même, à ne plus voir les rails. J'oubliais aussi les mouettes. Pourtant, elles ne nous ont pas quittés. Pensez, 4 wagons de poissons, elles tournoient haut, planent, se posent sur nos toits. Et Proséidon, il ne parle pas, il réfléchit. Nous ne sommes plus loin, encore 1, 2, 3 stations. Là, ça va y être. Je crois voir les maisons. La neige empêche. Le train ralentit, si on peut dire, mètre par mètre. Tchut, tchut. Oui, il s'arrête, c'est Moursburg. Et dans la gare même. Ferdinand! C'est la Vigue. Lily répond. Une question. Bébert? Il est là. Nous descendons, et Proséidon et son personnel, ils cèdent à descendre, ils se donnent le bras, ils veulent bien aller n'importe où. Par ici, confrère, par ici. La voie, c'est Arras. Il est pas seul, il est avec Racht, tous les deux en grande tenue de guerre, peinturlure caméléon, énormes bottes, grenades à manches, Moser comme ça. Je lui demande. Alors, les Russes? Non, mais pas loin. Ah, amenez-les. Pas besoin, ils viendront bien seuls.
Le mot drôle, toujours, et la prévenance. Il m'indique, il nous attendait. Il a fait mettre en état un coin de salle d'attente pour nous quatre, Lily, moi, Lavigue et Proséidon. Où allons-nous? D'abord vous reposer. Vous pouvez un peu dormir? Oui, un peu. Manger? Oui, aussi. Alors, du poisson. Nos 2 sentinelles n'ont pas quitté le train, ils se sont assis à nos places. Eux doivent aller jusqu'à Berlin. Ils n'ont ni mangé ni dormi. Service, et puis revenir, même train de marée. Mais il se pourrait que tout change, qu'il n'y ait plus de train pour Warnemünde, que là-bas, la pêche cesse, interdite. Arras est mieux renseigné que nous. Les Anglais avaient envoyé, paraît-il, de grandes péniches devant Zopote, poser des balises ou des mines. Il y avait à craindre, il y avait de la drôlerie dans l'air. À propos, l'Oberatshaupt, qu'est-ce qu'il en disait? Il n'était pas original? Sa prairie d'épreuves, ses moribonds au travail. Arras savait très bien tout ça. Oh, vous savez, il ne peut faire mieux, dans les circonstances. Aliéné il est, je vous l'accorde, mais à sa place, le thermomètre marque -4 degrés. Ce n'est pas trop froid, c'est bien. Le train des poissons restera là, à quai. Il repartira avec vous. Je vous dirai demain. Je préférerais qu'ils me disent tout de suite. Nous allons voir cette salle d'attente pleine de soldats allongés qui semblent dormir. Toutes les gares aux Allemandes sont de même. Des soldats qui dorment, aussi des blessés. Le coin à droite est préparé, 4 gamelles, soupe aux choux. Je vois Lavigue et le grec plus pouvoir. Ils ne touchent pas à leurs gamelles. Tout de suite, ils s'endorment. Des touches. Je vous présente Sœur Félicie. Sœur Félicie a l'air tout à fait à son aise, pas du tout triste, gaie même, disons, jeune, la trentaine, ordre de la sagesse, et soignante, au contagieux. Elle était à la Charité, vous savez notre grand hôpital, Sœur Félicie. Oui, Arras. Il la présente à Proséidon. Proséidon s'extirpe de sa paille, s'incline très bas et demande pardon. Sœur Félicie. Arras m'explique, elle vient d'arriver de Berlin, en tank, directement, volontaire pour la léproserie. C'est elle qui les soignait là-bas aux contagieux. Je vois, ils se connaissent, ils s'embrassent. La première fois que je les vois réjouis, elle soignait à la Charité depuis 10 ans, d'abord pour un stage pour les malades catholiques, et puis elle n'était pas partie, on ne l'avait pas expulsée, elle ne demandait pas à partir. Bien des sœurs comme elle et de tout le pays à la Charité, et des diaconesses, elles avaient autre chose à faire qu'à s'occuper des événements, seulement depuis les raids, les blessés. Elle, Sœur Félicie, ne s'occupait que des contagieux. On avait groupé les lépreux, tout dans son service, de là les 10, les 15, et il devait en venir d'autres. Il y en avait encore dans les camps, il paraît. L'idée de léproserie venait du ministère de Conti. Sœur Félicie était équipée, chaussures d'infanterie, musettes, pain noir. Les lépreux voulaient qu'elle les soigne tout de suite, qu'elle leur refasse leurs pansements. Elle voulait bien, mais nous n'avons ni bande ni ouate. Si, il y avait. Arras avait au premier étage, chez le chef de gare, tout un matériel d'infanterie, tout préparé. Crash allait tout descendre. Ya. Mais Sœur Félicie voulait pas tout de suite. Elle voulait refaire sa cornette tout de suite. Arras lui dit qu'il y avait pensé aussi. Au premier, un fer à repasser, une planche, du bois pour le poêle, et qu'elle serait seule. Le chef de gare et l'aiguilleur étaient partis pour le front ouest. Je remarque, Arras avait plus son gros rire, son « ouah ». Il n'était pas triste, mais il ne riait plus. J'avais bien des choses à savoir. J'aurais voulu lui parler. On attendait assis dans la paille. Et puis on s'est allongé. On attendait la sœur Félicie. Il me semble.